Bonsoir. En route pour la présidence de la CAF, le candidat Jacques Anouma et son équipe sont en pleine campagne. Mission à travers le continent, offensive diplomatique. On fait le point de tous ces mouvements dans quelques instants. Dans la sous-région, au Nigeria précisément, les parents des 250 adolescentes enlevées le 26 février dernier peuvent pousser un ouf de soulagement. Leurs fillettes ont été libérées saines et sauves et nous y reviendrons. Mélissa Didier sera également avec nous comme tous les mardis. Et tout à l'heure, pour la rubrique Que dit la loi? Élection législative oblige, elle nous parlera aujourd'hui de l'hémicycle et du rôle du député en Côte d'Ivoire. Et ce soir, notre invité sera encore là, il en sera en question. On parlera de l'Assemblée nationale et de son fonctionnement. Nous serons accompagnés d'Alain Akakpo Adra. Il est secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oui, nous sommes mardi, c'est l'acte 2 de votre talk de la semaine avec la The Team, tout en sourire. Et au grand complet, Serge Kouachi, bonsoir. Bonsoir, Brissano. J'aime bien ce bonsoir, il est rempli de bonne humeur, il est rempli de pêche, il est tonique. Bonsoir, je ne sais pas si je dois dire merci. Non, d'accord. C'était pas un compliment, vous en avez peur en fait. Tout le monde l'a su hier. Bonsoir, vous avez peur Brice. des compliments en fait. Bonsoir Brice. Bonsoir Rihanna, ne me giflez pas, j'ai eu peur. Comment allez-vous Rihanna? Ça va très bien. Aujourd'hui c'est les cheveux serrés. C'est tiré. Tiré, comme on dit, tiré. Il faut que j'apprenne le vocabulaire. Tout à fait, nomenclature de la coiffure. Rabia, également changement, le voile il est tiré. Il est tiré, oui, effectivement. Bravo. Merci Rihanna, merci beaucoup, merci. Le voile est tiré. Oui. On peut le nouer. Oui, ça s'appelle un turban. Donc si on veut, soit on le met en turban, on le met en voile, dépendant des humeurs, du style, voilà. Très bien, très bien. Atelier coiffure. Madame Bleu, après votre anniversaire, ça sent les lunettes. Effectivement. Ouais, on voit mieux les yeux. Merci. C'était le but. Vous avez ressenti... Les sont tirés en chignon aussi. En chignon, Oui, effectivement, tout le monde a les cheveux tirés. Serge aussi. Ouais, mais moi, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Allez, avec votre permission, on va démarrer maintenant avec notre traditionnel tour de l'actualité d'ici d'ailleurs. C'est dans le Live Actu. Bienvenue. Le premier point, et c'est pas tous les jours comme ça, c'est du sport qu'on va choisir pour entamer notre tour de l'actualité. Et avec vous, on parle de la présidence de la CAF. L'Ivoirien Jacques Anouma poursuit sa campagne, pas législative, mais c'est une autre campagne sur un autre terrain. C'est ça. Sur un autre terrain, c'est bien choisi. Eh bien, la Côte d'Ivoire, on va dire, s'est approprié justement la candidature du candidat Jacques Anouma à la présidence de la CAF. Et puis, ça se fait par une série, on va dire, de missions entreprises par les Ivoiriens. On va appeler ça une offensive diplomatique parce qu'ils sont vraiment prêts pour leur candidat. Donc, le vendredi 26 février 2021, c'est le ministre François Albert Amichia, qui est l'émissaire de la Côte d'Ivoire, qui était au Kenya pour défendre la candidature d'Anouma. Et puis la délégation ivoirienne a été reçue par la ministre des Affaires étrangères kenyane, Madame Rachel Omamo. Et cette mission au Kenya, bien sûr, intervient après une autre série de missions, donc notamment au Bénin, au Ghana, en Gambie, au Sénégal et en Guinée-Conakry. Il faut dire que le comité de campagne d'Anouma a aussi annoncé, il a annoncé le 2 mars, une série de rencontres à Conakry en Guinée dès ce mercredi 3 mars. Donc il faut voir qu'autour aussi du candidat sud-africain qui est soutenu par le président de la FIFA, eh bien, la FIFA presse un peu les trois autres prétendants en leur suggérant de se ranger derrière ce quatrième, puisque le sud-africain Patrice Motsepe est un peu... milliardaire. Le milliardaire. Vous allez finir par me donner raison. C'est ça. Eh bien, il est soutenu par Gianni Infantino, le président de la FIFA. Justement, donc on va un peu expliquer. Il demande aux candidats Augustin Senghor, Ahmed Yahya et Jacques Anouma d'être respectivement proposés d'être premier, deuxième vice-président et conseiller s'ils renoncent à se présenter. Je peux poser une question? Oui. Pourquoi? Bonne question. Si t'es un milliardaire,
Bravo. La proposition d'union de la FIFA autour de Motsepe, justement, a été faite à la réunion entre les émissaires du président de la FIFA et les candidats retenus pour l'élection à la présidence de la CAF. En tout cas, la décision autour du maintien ou non de chaque candidature n'a pas encore été rendue, puisque chaque candidat a quitté le Maroc pour entrer dans son pays. Le temps de réfléchir et de mûrir l'idée. Et puis, il devrait revenir se retrouver le week-end prochain en Mauritanie lors de la finale de la CAN U20 pour arrêter un choix. Alors, moi, je ne sais pas si je ne suis pas très fan de foot, en tout cas, ou de fonctionnement de ces instances, mais je veux bien comprendre. Alors, le président de la FIFA, qui est l'instance qui chapeaute le football mondial, décide, lui, de soutenir un candidat. Tout à fait. OK. Déjà, je ne sais pas si c'est... Voilà. C'est très éthique. Non, mais si, mais juste en parenthèse pour vous expliquer vite fait, c'est qu'en fait, le président de la CAF devient automatiquement le vice-président de la FIFA. Donc, du coup, voilà pourquoi la FIFA s'intéresse de près à l'élection de... D'accord, mais n'est-il pas juge et parti en tant Donc, que président censé être arbitraire et objectif. Bon, ok, mais c'est pas grave. Donc, il peut soutenir le candidat qu'il veut. Mais quand il demande maintenant aux autres, il leur propose gentiment de soutenir la candidature de celui que lui, il préfère. Est-ce qu'on n'est pas en train de... Mais ils sont libres d'accepter ou En de contrepartie refuser. de poste, s'il Mais- vous plaît, c'est pas... Ouais, mais ils sont C'est libres pas derrière d'accepter une ou de idéologie, refuser. quoi. D'ailleurs, certains médias affirment, quelques bruits qui courent, disent que les candidats Senghor et Yaya semblent être prêts de céder. Par contre, Anouma, lui, reste ferme sur ses Anouma, positions. président. Non, moi, je pense que après, qu'est-ce qu'il a à perdre avec Antiké, Motsepe, Anouma? Anouma. Peut-être que je vais me faire incendier par les pro-football qui veulent voir Anouma. C'est pas tant les profs. En tout cas, au siège, siéger au niveau de la CAF. Mais derrière, bon, on sait qu'Anouma, c'est un homme qui est un bon administratif, qui est rigoureux, qui a de l'expérience, c'est vrai. Il est intègre également, je pense. Mais peut-être que dans le football, il y a peut-être beaucoup plus que ça aussi qui est demandé finalement, parce qu'en face de lui, il a un milliardaire qui est la 3e fortune de l'Afrique du Sud, qui en plus de ça a une banque digitale qui a levé près de 100 millions d'euros dernièrement, qui est soutenue, qui a un président de club également, et derrière, qui a en plus le soutien de la FIFA derrière. Donc après, est-ce que finalement, je pense qu'il y a 7 ans, Anouma, en tout cas, avait la possibilité, en tout cas, de devenir président de la CAF. Le profil. Non. Le Vous avez profil. le profil, il a Oui, toujours le eu, profil, mais la le possibilité, profil. non. Mais là, on parle d'un sport qui, au niveau de ses instances dirigeantes, peut-être a besoin de nouveautés. Bon, de alors, ils vous fraîcheur et tout ça. pardonneront ceux qui, vous imaginez, allaient vous en vouloir, parce que vous n'êtes pas très fan de foot, certainement. Oui, donc, absolument. vous Non, connaissez pas mais là, forcément Mais là, ce qu'ils je appellent le suis assez rouage. pragmatique. Oui, Je vous suis assez êtes pragmatique. très pragmatique. Vous avez même laissé de côté votre fibre nationaliste et patriotique pour essayer d'être beaucoup plus objectif. Parce qu'on parle Et de football, réaliste. on parle de la CAF qui aussi a perdu certains sponsors, qui a également perdu aussi beaucoup d'argent. Et je vous pose la question, est-ce que le président de la FIFA actuellement, là, c'est quelqu'un de très riche? Est-ce que c'est... Donc, pour dire que pour diriger cette instance, on fait une instance, on n'a pas forcément besoin d'être milliardaire. Mais là, on parle de appelle la un bon CAF. administratif Là, peut on ramener tous les sponsors. parle de la CAF. On parle d'une instance du football qui supervise le football africain. Derrière, forcément, il y a de gros enjeux. On ne sait pas. Moi, on ne sait pas personnellement, bien, je pense que mais de être toute milliardaire, c'est pas non, l'atout. c'est pas l'atout roi, on va le dire, c'est clair et certain. Mais je pense que. Mais la preuve, ça. Il faut être un homme politique quand même, avoir un certain Mais degré milliardaire politique ou pour pas, pouvoir gérer ce genre milliardaire d'institution. ou pas, si on a un schéma Senghor, Yaya, Motsepe contre Anouma tout seul, on va dire que l'union fait la force, donc ça affaiblit forcément les chances d'Anouma. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est vraiment la démarche enfin, c'est quand même le patron du football international qui parle aux agents, un peu assez, entre guillemets, subordonnés, ou peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment cette image-là que j'ai, et qui leur dit gentiment, mais clairement, soutenez ce candidat-là parce que c'est mon préféré, et en contrepartie, vous avez des postes.
Alors, je veux dire, je trouve la Oui, mais démarche... C'est ce que j'essaie, si je peux en placer une, Vas-y. c'est ce que j'essaie d'avoir comme position depuis que je parle du milliardaire sud-africain. Il ne faut pas se laisser berner par des mots qui vous font appel à la démocratie quand vous entendez élection, quand vous entendez président. La FIFA, c'est pas un État démocratique, en vrai. Voilà, c'est une bulle à part, c'est une nébuleuse dans laquelle on ne comprend pas beaucoup de choses tout le temps. Le président justement de cette instance internationale a été également émoustillé par plusieurs scandales aussi financiers. Voilà, donc c'est pas un État démocratique, donc ne vous offusquez pas du fait que voilà, le président se lève un matin et dit que voilà, lui c'est mon candidat et j'aimerais que vous puissiez le soutenir. C'est des choses qui arrivent dans le football. À Madame Diallo, oui, même dans les États démocratiques, dans les élections, dans le jeu démocratique, il y a également le jeu des alliances qui vous dit vous soutenez-moi. Et en contrepartie, je vous propose des postes ministériels, enfin des postes. Donc c'est la contrepartie de l'alliance. Il y en a un qui a essayé, un ancien président français qui a essayé à ce jeu d'influenceur qui s'est retrouvé condamné à un an de prison ferme hier. Non, mais en fait, pour dire que ce sont des alliances, et dans des alliances, il y a des contreparties. Vous me soutenez en contrepartie, vous avez le premier ministère, ou vous avez l'Assemblée nationale, enfin, ça fait partie du jeu. Mais pas dans un schéma où il y a quand même une personne en haut, et puis une sorte de pyramide. Je ne sais pas si vous comprenez. Tant que nous sommes tous au même niveau, et que moi, je vais voir quelqu'un pour lui proposer, ça peut marcher. Mais là, on parle de quelqu'un qui est quand même le supérieur hiérarchique, entre guillemets, de tous les autres, et qui dit à l'un d'eux, écoutez, lui, il est candidat, moi, je le soutiens. Après, ça reste une suggestion. Oui, ça reste une suggestion, mais on sait, si on est réaliste, on sait que c'est fortement recommandé de le soutenir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, on a un comité de normalisation au niveau de la FIF. Des élections ont été, on va dire, interrompues parce que la FIFA l'avait demandé. Donc, c'est l'instance dirigeante. On parle de lobbying, on parle de rouage, on parle de systèmes qu'on ne maîtrise pas forcément. Voilà. On parle d'institutions internationales. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on dirait que la candidature d'Anouma est légèrement épinée parce qu'on a vu que la FIFA avait aussi demandé des explications quant aux sources de financement de la campagne de Jacques Anouma. Eh bien, il s'est expliqué, il a donné une réponse. Alors déjà, ça s'est fait dans un communiqué où ils avaient évoqué un soutien financier reçu des autorités ivoiriennes d'un montant de 15 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 10 milliards de francs CFA, pour justement le financement de sa campagne. Alors en réponse, ils ont dit, il est à noter que le candidat ne reçoit pas de financement des autorités ivoiriennes, c'était à clarifier, et que ces dernières se sont engagées justement à mener des actions diplomatiques et relationnelles pour la promotion du candidat. Donc c'est à ça que s'arrête le rôle, on va dire, des autorités ivoiriennes. On ne verra pas l'Afrique du Sud soutenir financièrement le milliardaire Motsepe. Est-ce qu'il en a besoin? Par exemple, quelque chose qui peut expliquer aussi le choix du président de la FIFA. Peut-être que la FIFA ne demandera pas à l'Afrique du Sud de nous expliquer le financement du milliardaire. Parce que ce n'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il ne reçoit ou ne recevrait pas un certain financement. C'est la troisième fortune d'Afrique du Sud. C'est un banquier qui... Très franchement, c'est un très bon parti pour un vice-président. Moi, je me mets à la place du président de la FIFA, je me dis, quitte à choisir entre tout cela, c'est un bon parti. Et puis il y a certains éléments aussi à prendre en compte. J'ai parlé du profil d'Anouma, intègre, un rigoureux, un bon administratif, qui peut également faire une bonne paire, en tout cas, moi, c'est ma proposition et c'est ma suggestion, qui peut faire un bon ticket avec Motsepe, même s'il est plus jeune. Moi, de la proposition de la FIFA, ce qui me dérange, c'est le fait que Anouma devienne conseiller. Voilà, après, ça peut être un tremplin. Premier vice-président. Après, ça peut être un tremplin pour la FIFA concernant Anouma, par exemple. Mais je pense que qui connaît bien le système du football africain et mondial. Il a siégé à des très hauts niveaux de responsabilité. Ça peut être intéressant, mais voilà, moi, ma fibre patriotique m'amène à dire tous derrière Motsepe, il est soutenu par, on va dire, en griffe, la majorité. On voit, par exemple, que les candidats Augustin Senghor et Ahmad Yahya de la Mauritanie sont penchés finalement pour Motsepe. Moi, je suis un peu surprise par Yahya quand même. J'ai l'impression que ses chances sont en train de diminuer. Il a fait une sortie, je ne sais pas si tu te rappelles, tu en avais parlé, où il s'était offusqué parce que voilà, il avait été victime, etc., d'une sorte, pas de complot, mais bon voilà, qu'il avait été écarté de manière arbitraire, qu'il voulait qu'il soit quand même dans le jeu, etc. C'est un bon compromis pour lui. Et après, maintenant ça ne l'intéresse plus.
Non, c'est un bon compromis pour lui, parce qu'il sait qu'il il est un peu gris. Ce que Ryan a dit, c'est que les choses, enfin, rien n'est encore joué. Il y a des discussions, il y a du lobbying, il y a des tractations. C'est à partir de la semaine prochaine? C'est ça, et on attend de savoir si on aura un schéma Motsepe Anouma ou Anouma contre les trois autres candidats. Anouma tout seul, c'est ça. Anouma, président. Allez, notre prochain point concerne l'international et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On l'avait également appelé sur ce plateau-là, cette libération de centaines d'adolescentes enlevées au Nigeria. Oui. Vous avez la bonne nouvelle? Oui, j'ai la bonne nouvelle et on se rappelle, ça a été finalement, on parle de 279 filles qui avaient été enlevées le 26 février dernier. Elles ont été libérées. Et l'annonce a été faite hier par le gouverneur de l'État de Zamfara sur son compte Twitter. Et elles étaient hier, en tout cas, dans les locaux du gouvernement de Zamfara. Alors, les otages ont été reçus, hein, évidemment, en grande pompe avec leur famille et par le gouverneur lui-même. Et pour rappeler les faits, elles ont été enlevées donc, dans leur pensionnat de Djandjebe, dans le nord-ouest du Nigeria. Le 4e enlèvement en l'espace de 3 mois dans cette localité-là. Il faut également rappeler qu'initialement, les autorités nigérianes avaient parlé de 317 élèves enlevés. Et là, maintenant, on parle de 279 qui ont été toutes libérées, mais on dit que toutes celles qui ont été enlevées ont été finalement libérées. La plupart d'entre elles semblaient en bonne santé, mais une dizaine d'entre elles ont été transférées dans un hôpital pour y être soignées. La plupart des jeunes filles, on raconte en fait que la plupart des jeunes filles étaient pieds nus et plusieurs d'entre elles présentaient des blessures aux pieds. Et il y a une fille qui s'appelle Farida Lawali, qui est âgée de 15 ans et qui raconte comment elles ont été conduites dans une forêt. Et je cite, « Ils ont transporté les malades qui ne peuvent pas bouger. Et nous marchions dans les pierres et les épines. » Fin de citation. Ils ont commencé à nous frapper avec des fusils pour nous faire avancer, a-t-elle ajouté, notant que certaines filles pleuraient en marchant et en rentrant. Imagine leur calvaire. Et justement, on ne sait pas grand-chose des conditions de leur libération, mais en revanche, le gouverneur assure qu'il n'y a pas eu de rançon. Sauf que beaucoup d'observateurs et d'experts en sécurité doutent de cette affirmation. Et le président Muhammadu Buhari a lui-même abordé le sujet plusieurs fois dernièrement. Hier, il s'est félicité et a dit qu'il était rempli de joie à l'annonce de la libération des écolières. Et il a rappelé que le paiement des rançons, si c'est fait, va continuer à alimenter ce système-là. Et il faut rappeler également que les groupes criminels dont on parle sont appelés plutôt des bandits. Ils multiplient les vols de bétail depuis plus de 10 ans et les demandes de rançon. Et les autorités de Zamfara ont l'habitude en fait de négocier avec eux pour pouvoir récupérer, enfin c'est pour pouvoir... Alors, plutôt que de négocier, puisqu'on ne sait pas, on dira discuter. Oui. Disons, ils ont l'habitude de discuter avec les groupes criminels avec lesquels ils négocient. Aussi, depuis plus d'un an, hein, ils négocient vraiment des accords d'amnistie en échange de la remise de leurs armes. Et donc, ce sont les responsables de l'État de Zamfara qui avaient d'ailleurs négocié, encore une fois, la libération en décembre dernier de 344 garçons également enlevés dans l'État voisin de Katsina. Donc on a parlé également la dernière fois de Chibok, sauf qu'il faut faire la différence entre, comme on en a parlé la dernière fois, entre ces rapts derrière une idéologie d'islamisme et ces derniers enlèvements qui sont plutôt des enlèvements où on demande du business, etc. Mais en sachant également qu'il y a certaines relations qui commencent à être tissées entre justement ces groupes appelés bandits et ces groupes terroristes-là. Voilà. En tout cas, ils posent tous les deux des actes criminels. Et puis, je crois que c'est... En fait, on a l'impression que le nord-est du Nigeria ressemble à une sorte de no man's land où tu as toutes ces bandes criminelles et du côté des djihadistes et ce que tu as appelé bandits qui exercent leurs activités illégales, on va dire en griffe, en toute impunité, parce que bon,
l'État du Nigeria dit ne pas payer de rançon, dit négocier, mais est-ce qu'en effet on est sûr que effectivement il ne paye pas de rançon pour à chaque fois pouvoir libérer Après, 300, 400 ou 500 élèves qui sont enlevés en une nuit et qui sont ramenés peut-être le lendemain ou le surlendemain. Donc ça ressemble vraiment à un business. Non, mais après, on dit, c'est une question de terminologie, on dit qu'on ne négocie pas en général avec les terroristes, mais quand ce sont des bandits, on peut discuter avec eux. Oui, mais même sur l'affirmation qui dit que justement payer cette rançon servira à alimenter justement ce type de pratique, moi j'ai envie de dire qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Laisser périr ces filles quand on ne sait pas dans quelles conditions elles sont, donner des solutions quoi. Il ne suffit pas de le dire. C'est vrai, soit on règle le problème en amont. Exactement, Voilà, exactement. moi je rejoins ce que... Mais je me dis que le gouvernement... Bon, en même temps, un gouvernement sérieux ne peut pas affirmer, même si c'était le cas, qu'on a payé, qu'on encourageait ça. Oui, parce qu'un gouvernement sérieux, comme vous dites, Brice, est censé protéger et veiller au bien-être de ces populations. Effectivement, ne pas les laisser à la merci de ces bandes armées. Quel ait été entre les mains de bandits ou de terroristes, en tout cas, on est très heureux de savoir que ces filles ont retrouvé leur famille. Traumatisées, c'est vrai, parce que c'est une expérience... extrêmement horrible, être enlevé dans des conditions qu'on imagine, celles qui ont été décrites par le témoin, pour des petites filles, ça va être très très dur. C'est traumatisant. On espère que ça sera la dernière fois, mais bon, j'ai des doutes. On va être optimiste. Ça peut être la dernière fois. Et pragmatique. Ouais. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour notre Life Actu. On accueille maintenant Mélissa Djodje comme tous les mardis, et là on parle de loi. Que dit la loi? C'est après ceci. Venez Mélissa, je vous tire la chaise. Voilà. Je vous tire la chaise. Il fait le galant, ça, aujourd'hui. C'est la moindre des choses, parce qu'il ne l'aurait pas fait. Voilà, asseyez-vous. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Je vous laisse. Merci Serge. On vous retrouve demain. Je l'aurais fait, je promets que je l'aurais fait. Mélissa, aujourd'hui, on parle des élections législatives, on parle du député. Que dit la loi à propos du député, son rôle? Qui est le député? Effectivement, comme vous l'avez souligné, les législatives sont ce samedi, donc on pouvait pas ne pas en parler. Donc je sais que les Ivoiriens vont en entendre parler toute cette semaine, mais c'est quand même, ça fait partie de la vie publique, donc il faut en parler. Donc d'abord, on va parler un peu des législatives. Donc qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aller voter ce samedi? Donc ce que la loi dit, c'est qu'il faut être électeur. C'est quoi un électeur? Parce qu'on dirait normalement que le droit de vote, c'est pour tous les Ivoiriens qui sont majeurs, donc qui auraient la citoyenneté. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il faut d'abord être Ivoirien, donc de nationalité ivoirienne, avoir 18 ans et plus, avoir toutes ses capacités et ne pas avoir été retiré, qu'on n'ait pas retiré vos droits civiques. Donc, ça, c'est les critères. Mais pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Donc, il y a quand même un geste à faire. Ouais. Et la dernière liste électorale date de septembre 2020, donc celle qui a été mise à jour un peu avant les élections présidentielles. Donc si malheureusement vous n'étiez pas inscrit sur la liste électorale de septembre 2020, vous ne pouvez pas aller voter ce samedi. Ouais. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui voudraient exercer leurs droits civiques la prochaine fois, il faut s'assurer d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Et le code électoral prévoit normalement une mise à jour de la liste à chaque année. Okay. Donc la dernière était en septembre 2020. On devra en avoir une en septembre 2021. Très bien. Ensuite, sur le plateau. Une fois qu'on est électeur, comment se passent les élections? Donc, comment on choisit les députés? Donc, on dit que les députés sont élus au suffrage universel direct. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? En réalité, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que Edith aujourd'hui va voter, elle vote directement pour le candidat qu'elle veut voir élu. À l'inverse, par exemple, du suffrage universel indirect, comme c'est le cas, par exemple, des sénateurs. Aux États-Unis. Ou aux États-Unis. Ah non, pas aux États-Unis, même ici. Même ici, pour les sénateurs. Donc, pour les sénateurs, c'est un suffrage universel indirect. Donc, c'est une des nouveautés avec la nouvelle constitution de 2016 qui crée le Sénat. Et en fait, on vote pour des représentants qui, eux, à leur tour, votent pour les 2 tiers des sénateurs qui voudraient voir élus. Donc, ces représentants, c'est qui? C'est les conseillers municipaux, régionaux, de district. OK. Donc, en 2018, c'est ce qui s'est passé et c'est les sénateurs qu'on a actuellement. Donc, nos députés, quand on s'en va les voter, je vote pour Mme Edith Broubleu directement. Ça va chez effectivement. Donc, maintenant, ils vont être élus pour 5 ans. Un mandat de 5 ans. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant ces 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à eux comme mission? C'est quoi leur mission essentielle? Donc, la première mission, c'est de voter les lois.
Donc, normalement, ce que la loi prévoit, c'est que le vote est personnel, c'est qu'il appartient aux députés. Donc, aujourd'hui, disons que je suis députée, je vote en tant que Mélissa Djedje. Donc, je n'ai pas à suivre une ligne de parti. Donc, mon parti voudrait voter à gauche, je décide de voter à droite, j'ai le droit. Le vote est secret. Non, le Non, vote le vote n'est pas secret. Non, le vote n'est pas Ok. secret. Très bien. Donc ça veut dire que je sais que vous, Mélissa Djedje, qui êtes de mon parti, vous n'avez pas voté pour la loi que j'ai proposée. Mais à la base, je représente la nation. Si je suis Très bien. députée, je représente la nation, je représente le peuple. Donc, je vote en mon âme et conscience ce qui est bon pour le peuple. Cette nation. Et est-ce que je suis pour ou contre, par exemple, une loi en tant que représentant du peuple? Donc, on considère qu'une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, il y a plus de, enfin, on n'est plus opposé parce qu'on est là tous pour représenter les Ivoiriens. On C'est n'est exactement ça. surtout pas là, peut-être, parce qu'on représente un parti. Oui. On représente le peuple. Après les partis politiques ont leur rôle à jouer, sinon il n'y en aurait pas. Donc après, je pense que chaque député, donc les Ivoiriens qui choisissent leurs députés, le député ensuite les représente à l'Assemblée nationale où il fait un vote en leur nom. D'accord. Donc c'est bien important de choisir son député en fonction, parce que c'est lui qui exerce notre droit de parole, si on veut. OK. Et il légifère quand même sur beaucoup de sujets, hein, nationalité, citoyenneté, éducation, droit du travail, droit social, la propriété. Donc ils ont Sujet tout qui un est état. Les budgets, non? Ils votent l'impôt. Donc si vous trouvez que vous payez peu ou pas ou trop d'impôts, c'est les députés qui votent l'impôt. Très bien. Et pour ceux qui, si vous voulez suivre, admettons, les décisions qui ont été prises, normalement, un compte-rendu est publié au journal officiel et les lois sont publiques et publiées au journal officiel. Donc, en plus de voter les lois, qu'est-ce qu'ils font d'autre? En fait, ils contrôlent le gouvernement. Ils ont un rôle de contrôle. Donc, la loi leur donne plusieurs outils pour contrôler. Donc, ils ont... je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais ils ont les questions orales où ils peuvent convoquer, admettons, un représentant Ou un et leur ministre. poser des questions pour, voilà, pour avoir plus... être aiguillé sur un projet de loi, par exemple, qui est soumis et pour comprendre les tenants et les aboutissants. Ils peuvent le faire par écrit également, donc pour avoir une trace écrite et puis pour donner le temps aux représentants de pouvoir étayer l'explication. Ils ont la commission d'enquête où ils peuvent investiguer sur des faits, par exemple, qui ont été scandaleux ou qui ont choqué l'opinion publique. Ils ont la mission d'évaluation où normalement, si on entame un projet, ils peuvent appeler le gouvernement pour avoir plus de détails sur ce projet-là, pour savoir l'évolution, pour leur donner des recommandations. Donc tout ça en tant que représentant du peuple. Et ensuite, finalement, ils ont ce qu'on appelle la Cour de justice, la Haute Cour de justice, qui vise à juger les représentants gouvernementaux pour des crimes qu'ils auraient commis ou des crimes ou des délits qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ils ont un rôle, en plus d'être un rôle de gérer, en fait, de décider des lois qui nous entourent, ils ont aussi un rôle de contrôler le gouvernement. Du genre. Et en plus, le gouvernement leur envoie souvent des lois qui valident ou pas. Donc, Ils peuvent amender. Ils peuvent amender Voilà. pour dire, bon, cette loi, on estime qu'elle n'est pas très bonne pour le peuple, ils peuvent la bloquer. Voilà pourquoi il faut, comme on dit, en tant que parti politique ou en tant que membre du gouvernement, il faut contrôler le gouvernement. Effectivement, donc quand vous entendez, admettons, projet de loi, c'est que c'est une loi qui a été soumise par le gouvernement. Et quand on parle de proposition de loi, c'est une loi qui émane directement de l'Assemblée nationale, donc des députés. Et quand il s'agit des budgets? Ils votent sur les budgets. Ok. Donc le budget est soumis normalement par le gouvernement et ensuite ils Ok. votent sur le budget en question. Donc ils peuvent Sur l'argent de la santé, alloué à l'éducation, etc. Donc voilà, la responsabilité incombe en fait. Effectivement. Et pour leur permettre justement Parlement. d'exercer leur rôle, normalement, la loi prévoit une immunité parlementaire. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour un vote ou une opinion qu'ils auraient émis dans le cadre de leur fonction. Mais en plus, Allez-y, terminez. mais en plus de ça, intéressant. mais en plus de ça, ils ont aussi l'immunité qu'on appelle relative, donc ils ne peuvent pas être poursuivis criminellement ou correctionnellement, ce qui ça veut dire ne pas encourir une peine de prison. C'est ça, c'est la grosse différence entre le civil et le criminel, Même s'ils ont commis un crime, même si le député a commis un sans crime. l'autorisation de la Chambre. Ok, c'est la Chambre Donc, qui donne c'est pour ça qu'on parle l'autorisation. d'immunité qui doit lever l'immunité, c'est ça, non? Exactement. On dit la relative. Tu avais une question? Oui, parce que je disais, on ne peut pas les poursuivre par exemple pour leurs idées, c'est un peu comme les journalistes Bien sûr. pour un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire que parce que les députés, on peut aller dans une boutique, tabasser le boutiquier, prendre ses affaires et sortir. La Chambre pourrait justement Refuser de lever? non, Oui. pourrait lever la sanction limitée. La Chambre représente le peuple. Dans ce cas en question, Ouais. la Chambre représente le peuple. Donc la Chambre pourrait décider de lever l'immunité parlementaire de ce député-là afin qu'il fasse Se face compte à de ses ses conséquences. Mais si la Chambre décide par exemple de ne pas lever, ben, il ne sera pas Aucune peine poursuivi, n'est c'est ça? encourue. C'est ça l'immunité parlementaire. Bah ouais.
On va les regarder bizarrement. Maintenant, ensuite, on parle aussi, ils ont aussi les indemnités. Afin de pouvoir voter en toute indépendance, la loi prévoit des indemnités. C'est ça, de l'argent. Ça, c'est très intéressant, allez-y. Mais malheureusement, j'ai pas tant de choses à dire justement sur les indemnités parce que cette loi-là a été frappée de confidentialité. C'est que elle n'est pas encore publiée dans le journal officiel. Brice n'est pas content. Donc, j'ai pas les détails. Par contre, ce qu'on sait, c'est-à-dire que ce qui a été publié sur certains journaux et qui n'a pas été démenti jusqu'à date, c'est qu'en 2018, il touchait une indemnité, on va appeler, c'est pas un salaire, on parle d'indemnité mensuelle, qui tournait autour de 2 650 000 et il demandait une augmentation de 500 000 qui avait été négociée. Donc, si par spéculation, on pourrait dire qu'ils sont autour de 3 millions avec une prime d'installation de 10 millions, c'est-à-dire que quand ils rentrent en poste, ils auraient 10 millions. Vous commencez à penser être député. Il comprend pourquoi tout cet engouement autour des campagnes. Non, je pense qu'ils le font pour le bien du peuple, parce qu'ils veulent décider et aider le peuple. Et poser les fondements, les fondements de la nation. Et puis, il y a des bureaux aussi à recruter, etc. Moi, je pense qu'ils des veulent surtout assistants, des conseillers et tout. Ils veulent surtout s'installer. La campagne a été lancée. Mais je pense que c'est important pour les populations, celles qui votent, donc les électeurs qui vont aller choisir un député, de savoir exactement comment fonctionne l'Assemblée nationale, quelles sont les prérogatives, en tout cas les pouvoirs qu'ils donnent à ces députés et voilà, quels sont leurs avantages, quels sont leurs droits et tout ça. Donc c'est très important pour les populations de Mais savoir. une chose est sûre, on aura tout à l'heure beaucoup plus de détails. On va permettre à Mme Didier de se préparer pour mardi prochain avec un autre sujet. On aura des détails en compagnie de notre invité qui, lui, est secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et lui, il travaille là-bas. Donc, peut-être que ce que Mélissa ne nous a pas dit, lui, il pourra nous le dire. En tout cas, on vous remercie, Mélissa, d'avoir été avec nous. On donne rendez-vous mardi prochain sur ce même plateau-là pour d'autres informations, pour nous expliquer de façon plus light, plus claire, ce que dit la loi. Et on en sait un peu plus. Merci beaucoup. Monsieur Alain Akapo-Adra nous a rejoint sur ce plateau. Il est le secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Alors, on rappelle que vous avez été nommé le 15 mars 2019. Si mes souvenirs sont exacts. Il y a tellement de choses à retenir que... Ah bon? Exactement. Par le président de l'Assemblée nationale en qualité de secrétaire général de l'Assemblée nationale, après avoir été directeur des services législatifs de l'institution. Alors, secrétaire général de l'Assemblée nationale, quel est votre rôle? Parce qu'on parlait tout à l'heure du rôle du député. Secrétaire général de l'Assemblée nationale. Alors, à l'Assemblée nationale, en plus des députés, que nous nous plaisons à appeler le personnel politique, il y a un personnel administratif. Et ce personnel administratif-là, il est donc... au service des députés, au service de l'Assemblée nationale. Et toutes ces personnes, une bonne 300aine de personnes, réparties dans différentes directions, direction des services législatifs, direction administrative et financière, direction de la communication, logistique et voilà. Et donc, le secrétaire général, c'est celui qui coordonne l'activité de toutes ces directions et donc de tout ce personnel. C'est un peu la mémoire de l'Assemblée nationale? On peut dire ça comme ça? Pas forcément la mémoire de l'Assemblée nationale, peut-être une des mémoires, parce que le secrétaire général, comme vous l'avez dit, il a été nommé il y a seulement 2 ans. Bon, c'est vrai que pour mon cas particulier, j'étais déjà dans la maison et nous est arrivé d'avoir des secrétaires généraux qui nous étaient venus d'autres administrations et qui donc forcément n'étaient pas des anciens de la maison et n'avaient pas forcément, n'étaient pas les mémoires. Voilà. Très bien. Alors, la Côte d'Ivoire s'apprête, on le sait, à renouveler son Assemblée nationale, donc le Parlement. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui comment est-ce que fonctionne l'Assemblée nationale et quels sont les organes qui composent ce Parlement-là? Alors, l'Assemblée nationale, tout à l'heure, j'ai écouté votre chroniqueuse qui a dit des choses assez intéressantes et assez fouillées. Donc, l'Assemblée nationale, c'est donc 255 députés élus dans différentes circonscriptions et qui, ces personnes, lorsqu'elles arrivent à l'Assemblée nationale, ont besoin d'être aiguillonnées, ont besoin d'être dirigées. Et donc, l'administration de l'Assemblée nationale va donc se charger de les aider à entrer, non seulement dans la maison, mais à entrer dans la fonction. Alors, la première chose qu'on va faire après l'élection des députés, on aura donc la liste définitive des députés élus. La première chose qu'on va faire, c'est déjà l'accueil des députés. Un peu comme pour une rentrée des classes. Voilà, ils vont arriver, on va leur demander de composer leur dossier, et donc ils vont nous donner extrait de naissance,
un peu comme on fait pour, voilà, quand on entre dans une entreprise, dans une école. Et ensuite, on va se préoccuper de mettre en place les organes. Alors, le premier organe qu'on va mettre en place, c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc, on va organiser ce qu'on appelle la séance inaugurale, qui va voir donc l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et pour organiser cette élection, puisque entre-temps, on n'a plus de députés, donc c'est l'administration de l'Assemblée nationale chapeautée par le secrétaire général qui va conduire l'opération, mais sous la responsabilité des députés. Alors, les tests prévoient donc pour cela, le plus âgé des députés va être désigné comme président de cette séance inaugurale-là, et il sera assisté des 2 plus jeunes députés. Donc, ce qu'on appelle le bureau d'âge, qui va donc être chargé de procéder à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Lorsque cette élection est faite et que nous avons maintenant un président, celui-là va être chargé donc d'inviter à la composition des groupes parlementaires, donc qui sont les groupes d'obédience politique qui assurent la coordination des activités de leur parti au sein de l'Assemblée nationale ou des différentes affinités qui vont se dessiner et qui vont être à l'Assemblée nationale. La mise en place des groupes parlementaires va nous permettre de déboucher sur la mise en place du bureau, dont les tests disent qu'il doit être la configuration politique, il doit respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Donc du coup, il est important d'avoir des groupes parlementaires pour que ceux-ci, en fonction de leur importance numérique, participent donc à la composition des bureaux. Est-ce que à l'arrivée au démarrage d'une nouvelle législature, vous avez parlé de personnel politique et de personnel administratif. C'est ça. Est-ce que le personnel administratif change également avec la nouvelle législature? Alors, le personnel administratif ne change pas. Nous avons donc à l'Assemblée un personnel permanent. On parle même de fonction publique parlementaire. Donc, un personnel permanent que le président qui arrive ou les députés qui arrivent trouvent en place. Donc, des personnes qui sont censées être neutres, donc être partie prenante à la mise en place de l'Assemblée, aider les députés dans leurs fonctions. Ces personnes-là n'ont pas un rôle politique, un rôle essentiellement administratif. Par contre, les groupes parlementaires, lorsqu'ils seront formés, auront des assistants de groupe, donc personnel partisan. Le président, lorsqu'il sera élu, il a pour l'aider dans sa tâche un cabinet. Donc là aussi, personnel partisan. Donc un cabinet avec directeur de cabinet, chef de cabinet, directeur de cabinet adjoint, des conseillers techniques, des conseillers spéciaux et ainsi de suite. Donc ces personnes-là, membres de cabinet, sont partisanes et donc elles ne survivent pas au départ du président. Tout comme les assistants de groupes parlementaires qui ne survivent pas au départ ou à la recomposition de leur groupe parlementaire. Par contre, il y a une administration permanente, donc chapeautée par le secrétaire général, composée des directeurs, d'administrateurs, des techniciens, qui eux, sont permanents. Il y a une véritable continuité, en fait, tout à fait. administrative. Voilà. Et alors, donc la mémoire, comme vous disiez. Oui, oui. Alors, combien de sessions parlementaires se tiennent en un an et comment elles se déroulent? Alors, les sessions parlementaires, nous en avons une ordinaire. Donc, une session ordinaire dans l'année qui donc part du premier jour ouvrable du mois d'avril. Je crois que cette année, ça va tomber le 1er avril. Ah oui? Oui. Ça ne sera pas un poisson d'avril. Ça ne sera pas un poisson d'avril. La séance aura effectivement lieu et qui va durer 9 mois. Donc, qui va s'achever le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Donc, d'avril à décembre, nous avons 9 mois. Et donc, pendant ces 9 mois-là, l'activité des députés sera séquencée par des calendriers périodiques qui vont être faits pour permettre donc le vote des lois, le contrôle d'action gouvernementale, les missions d'évaluation, et ainsi de suite. L'activité des députés, c'est aussi la diplomatie parlementaire, par exemple. Donc, mais tout ceci comment est-ce qu'on doit comprendre les sessions ordinaires, les sessions extraordinaires? On est très pédagogique ce soir sur le plateau. Oui. Pour bien expliquer aux Ivoiriens qui vont voter et comment les personnes que les Ivoiriens vont voter vont travailler. Alors, nous avons donc l'année civile qui dure 12 mois. D'accord. Dans cette année civile, nous avons 9 mois qui sont consacrés à la session ordinaire. Donc, une session ordinaire qui dure 9 mois. Ensuite, on a 3 mois donc, qui sont restés vacants. Donc, ça sera janvier, février et mars. Ce que nous appelons l'intercession, que d'autres appellent vacances parlementaires. Donc, entre deux sessions ordinaires,
Nous avons donc ces 3 mois-là qui sont libres. Au cours de ces 3 mois où les députés sont censés ne pas être en session, donc où les députés ne sont pas au travail à l'Assemblée nationale, il peut arriver qu'au niveau du gouvernement, qu'au niveau de l'État, il y ait des urgences qui nécessitent que des députés se prononcent sur un test. Alors, pendant cette période d'intercession, pendant cette période de vacances parlementaires, on convoquera une session. Donc c'est le président de la République qui en a le pouvoir, ou alors la majorité absolue des députés. Et on convoquera donc une session extraordinaire. Donc les députés se réuniront pendant cette période de vacances pour examiner le test qui est soumis. Donc on parlera là de session extraordinaire. Donc ordinaire, ça vient de facto. Toutes les fois dans l'année où les dates arrivent, donc premier jour ouvrable d'avril jusqu'à dernier jour ouvrable de décembre, ordinaire, ça se tient de facto. Et la session extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, c'est à l'occasion. Voilà. Alors, on va passer à la prochaine question. Donc, pour bien comprendre, il y a la rentrée des classes, les députés arrivent, on leur donne leur document, on leur explique comment ça va fonctionner. Est-ce qu'ils ont des bureaux de façon très simple? Est-ce que les députés aujourd'hui viennent au travail comme nous venons au travail, comme les fonctionnaires vont au travail, ou bien ils arrivent à l'Assemblée nationale que lorsqu'ils sont convoqués pour ces sessions-là? Alors, parmi les députés, il y a plusieurs catégories. Alors, il y a par exemple les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau qui est l'organe délibérant de l'Assemblée nationale. Ceux-là ont des bureaux. Il y a des commissions techniques, des commissions permanentes, on les appelle. Les membres des bureaux de ces commissions, certains en tout cas, ont des bureaux à l'Assemblée nationale. Et puis le personnel administratif, évidemment, le président lui-même ont des bureaux à l'Assemblée nationale. Pour les autres députés, ils n'arrivent à l'Assemblée que lorsqu'ils sont convoqués, ou alors lorsqu'ils ont des activités qui les appellent à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le bâtiment qui abrite le palais de l'Assemblée nationale est un bâtiment qui a été construit dans les années 50, donc avant les indépendances, où on avait même pas une cinquantaine de députés. Et ce bâtiment, aujourd'hui, abrite 250 députés. Vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'accueillir dans des bureaux tout le monde. D'autant qu'avec 250 députés, c'est le nombre de personnel administratif aussi qui s'est accru. Donc forcément... Est-ce qu'il est prévu un réaménagement au niveau de l'hémicycle pour l'agrandir, pour la rendre plus fonctionnelle, la déplacer par exemple? Oui, il y a de nombreux aménagements qui ont été faits au niveau déjà de l'hémicycle, comme j'ai dit, qui était dimensionné pour accueillir une cinquantaine de députés et qui aujourd'hui, avec les différents travaux, les différents aménagements qui ont été faits, arrivent à accueillir non seulement les 255 députés, mais aussi les membres de l'administration qui travaillent au quotidien avec les députés dans la salle. Et puis, pour aller dans la question que vous posez, il y a quelques années, dans le cadre du projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro, il avait été envisagé de construire donc un palais de l'Assemblée nationale à Yamoussoukro et même une maison des députés, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'hôtel des parlementaires, le HP Resort, qui était destiné à cela. Mais le projet n'est pas allé à son terme et donc pour le moment... Pourquoi ça, je ne saurais vous le dire. Moi, je constate tout simplement que le bâtiment est encore, il est encore en chantier, il n'est pas achevé. Et donc... Alors, justement, avant la pause, la question, vous parliez tout à l'heure de 50, on est passé de 50 à 255, par exemple. C'est ça. Qu'est-ce qui, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui a justifié l'augmentation du nombre de députés? Comment ça s'explique, en fait? Alors, cette question, normalement, ça relève du ministère de l'Intérieur et du gouvernement Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de députés, il est fonction d'un ratio entre la superficie de la circonscription et la population. Il y a eu des circonscriptions qui avaient un député et puis finalement ils sont passés à 2 députés. Parce que, par exemple, la population a pu augmenter dans cette circonscription. Donc il y a ce ratio-là qui est fait et qui détermine le nombre de députés qu'il faut pour telle zone ou telle autre. Très bien. Oui, alors moi j'aimerais savoir qui nomme le secrétaire général déjà et comment est fait le recrutement du personnel administratif de l'Assemblée nationale? Alors le secrétaire général, il est nommé par le président, qui est le chef de l'administration. Et qui donc délègue son pouvoir de gestion du personnel au secrétaire général. Donc vous avez été nommé le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Donc moi j'ai été nommé par le président Amadou Soumaoro, donc quelques temps après son élection
à la tête de l'Assemblée nationale en D'accord. 2019, en mars 2019. Ça veut dire que le prochain président qui va venir a le choix de vous garder. De vous garder Ok. ou de nommer quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes D'accord. plus secrétaire général, vous êtes toujours dans le personnel de l'Assemblée nationale. Alors oui, moi je suis membre de l'administration parlementaire. Très bien. Donc si je ne suis plus secrétaire général, je reste néanmoins membre de l'administration parlementaire. Je Et vous donc, poserai la comment question est à la fait fin ce de l'émission. recrutement, du coup Alors du le coup, personnel le personnel de l'Assemblée nationale est recruté par concours, par voie de concours. Ah, Donc il y a des concours qui sont organisés et puis appel à candidature, donc comme on dit, et puis voilà, à l'issue du concours, les personnes qui sont retenues deviennent membres de l'administration parlementaire. Ces personnes-là sont soumises à un stage d'1 an, ok. oui, après lequel voilà, le recrutement peut être confirmé. D'accord. Et après cela, bon, il y a, comme dans toutes les administrations, dans tous les services, il y a de la promotion, il y a de l'évolution et tout. Voilà. Alors, on entend souvent parler de voter des lois. Comment Oui. elle se construit la loi? Selon quels critères? Sur quelle base? Alors, le vote de la loi part d'abord de l'initiative de la loi, qui est habilité à proposer un texte à l'Assemblée nationale ou au Parlement, puisque maintenant on a 2 chambres, au Parlement, pour que ce texte devienne loi. Donc, la Constitution nous dit le président de la République ou un parlementaire, c'est-à-dire un député ou un sénateur. Ce sont ces personnes-là qui peuvent proposer un texte à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour que ce texte, ayant suivi la procédure parlementaire, la procédure législative, devienne loi. Alors, c'est quoi la procédure législative? Donc, ça part donc de l'initiative. Lorsqu'on a cette initiative-là, le président de la République va déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi, c'est comme ça que ça s'appelle, ou un député ou un sénateur dépose une proposition de loi. À ce propos, le premier cas, on va supposer qu'il est récurrent, on l'a souvent vu. C'est ça. Mais est-ce qu'on a des députés qui ont proposé des projets de loi et après qui ont porté leur nom en Côte d'Ivoire? Ici, on n'a pas la tradition de faire porter le nom de l'initiateur au test. Ça se fait. Notre Assemblée nationale a on va dire une tradition, une griffe française. On a hérité en tout cas de Après, on n'a pas tout gardé, quoi. Non, c'est clair qu'on n'a pas tout gardé. Mais qu'est-ce qui justifie cette différence? Oui, mais c'est juste une tradition. Même en France, c'est une tradition. C'est pas quelque chose de légal. Voilà, c'est pas quelque chose de formel. C'est une tradition. Et je Parce qu'on a demande pensé que c'est parce qu'il n'y avait personne qui proposait Exactement. qu'aucune loi ne portait le nom. Non. Il y a eu des propositions de loi, même si elles n'ont pas peut-être toutes abouti. Vous avez certainement entendu parler de cette proposition de loi qui a été faite par la députée Traoré Adiaratou sur la question du traitement des filles de maison, des filles de ménage. Le député Méambli Évariste, par exemple, nous a laissé deux ou trois propositions de loi sur les questions de réconciliation, sur les questions d'indemnisation des victimes après la crise post-électorale de 2010-2011. On en a. Maintenant, elles n'aboutissent pas toujours. Il y a peut-être des raisons à cela. Alors, comme je disais, pour revenir dans le processus, j'en parlerai. Lorsqu'on reçoit le test à l'Assemblée nationale, la première chose qu'on va vérifier, c'est ce qu'on appelle la recevabilité. Alors, la recevabilité, elle est d'abord législative. La Constitution prévoit les matières dans lesquelles une loi peut être prise. Donc, ce n'est pas sur toutes les questions qu'on peut prendre une loi. Très bien. Donc, c'est vraiment limitativement énuméré dans la Constitution les matières dans lesquelles une loi peut être prise. Lorsqu'on a vérifié cela, pour les propositions de loi, donc pour les textes qui sont initiés par le parlementaire, on va vérifier en plus ce qu'on appelle la recevabilité financière. La recevabilité financière, c'est quoi? C'est que lorsque un député ou un sénateur fait une proposition de loi, il doit s'assurer qu'elle n'aggrave pas les charges de l'État. C'est-à-dire qu'il doit s'assurer qu'elle ne coûte rien à l'État. Ou alors, si elle coûte à l'État, il doit proposer Une solution. des économies équivalentes, ou il doit proposer des ressources additionnelles. Donc, du coup, les députés, les parlementaires, les sénateurs sont limités dans leur capacité, dans leur, à faire des propositions de loi. Parce que qu'est-ce qui ne coûte pas? Ah oui. Qu'est-ce qui ne coûte pas? Ça laisse ma prochaine question. Alors, parce que après, pour faire des propositions de ressources additionnelles, il faut augmenter les impôts. Ce qui, forcément, les met en porte-à-faux, parfois avec leurs électeurs, avec la population. Donc, du coup, ils sont vraiment limités dans leur capacité à faire des propositions de loi. Sans compter que faire une loi, faire un projet de loi, ça demande beaucoup de ressources. Or, nous savons aussi que nos députés n'ont pas forcément d'assistants.
ils sont pas forcément accompagnés. Financièrement. Voilà. Donc, finalement, c'est comme si le député en question, en tout cas les députés en question, vous avez parlé du manque de personnel, de ressources pour pouvoir les accompagner dans l'élaboration de leurs propositions de loi. Tout à fait. Vous avez parlé de limitation financière, donc déjà ça c'est un frein également. Parce qu'il faut donner beaucoup de force à une proposition de loi pour la faire aboutir jusqu'à sa promulgation. Donc finalement, le député, on a l'impression qu'il est juste là pour faire des amendements et valider ou non des projets de loi qui viennent du gouvernement. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Parce que pour faire des amendements à des tests qui viennent du gouvernement, il faut déjà avoir compris ce test, il faut l'avoir, évalué, et puis s'assurer que d'abord ce test-là, il est porteur pour les populations, ou que les amendements qu'on va y faire soient aussi de nature à favoriser, quelque chose au niveau des populations. Donc ça, c'est déjà un travail énorme. Et pour faire cela, déjà, ils vont partir de leur background, parce que parmi les députés, on a tout le monde. On a des enseignants, on a des médecins, on a des juristes et tout ça. Et donc, c'est la constellation de toutes ces capacités, de toutes ces compétences-là qui viennent s'ajouter au test que le gouvernement, que le président de la République fait venir pour aider à l'améliorer. Voilà. Mais finalement, quand on regarde un peu les messages de campagne qui sont lancés actuellement, notamment sur les affiches « Osons le changement », on a un peu l'impression qu'ils vont changer le monde. Est-ce que c'est réaliste ou vous trouvez ça utopique? Non, au vu de ce que vous avez dit. C'est pas utopique. Parce que ce qu'il faut déjà retenir, c'est que les députés, ils sont, c'est des politiques. Donc, généralement, ils gravitent dans des partis politiques qui, eux-mêmes, ont des projets de société, qui, eux-mêmes, ont des... comment est-ce que je vais dire ça? Enfin, ont des projets de société. Donc, lorsque ils vont à l'élection, ce sont ces projets-là qu'ils proposent aux populations. Donc, lorsqu'ils sont élus, ça veut dire que la population a adhéré à ce projet-là. Donc, c'est déjà les populations qui font ce premier choix de changement, voilà, par l'adhésion, voilà, qu'elles font au projet qui leur est proposé par les députés. Et je crois que ça, c'est déjà beaucoup. Alors, Monsieur le Secrétaire général, vous avez parlé de cette contrainte que les députés ont dès le départ, s'agissant de propositions qui ne devraient pas du tout inciter ou bien, en tout cas, impliquer des dépenses supplémentaires. Sinon, alors, proposer voilà, une solution palliative, entre guillemets. Pour couvrir les dépenses. Est-ce qu'il y a un moyen de faire sauter ces verrous, justement? Qui peut changer ça? Les députés eux-mêmes? Est-ce que les députés peuvent voter une loi qui va justement enlever ces blocages, ou est-ce que c'est un décret présidentiel qui va venir faire... Comment ça se passe? La solution, c'est de proposer les économies équivalentes ou de proposer les ressources additionnelles. Mais s'il n'y a pas cette possibilité? Parce que justement, l'État fonctionne sur la base d'un budget. L'État fonctionne sur la base d'un budget qui est limité. Donc, en créant des charges nouvelles, vous déséquilibrez le budget. C'est-à-dire que, c'est comme une famille. Mon salaire, c'est 200 000 francs. Si mon fils, quand on a fait la répartition des 200 000 francs pour ce qui va à la popote, ce qui va à l'électricité, ce qui va au loyer, et que mon fils va faire, je sais pas moi, demande que je l'inscrive dans une école qui coûte plus que 200 000 francs, je dis, je ne peux pas, sur la base de ce budget-là. Voilà. Alors, vous parlez de budget, on va parler un tout petit peu d'argent. Tout à l'heure, Mélissa Diodier, notre spécialiste des questions de loi, nous disait, par exemple, en ce qui concerne les émoluments des députés, c'est frappé d'un certain secret. On ne sait pas combien ils touchent. Ok. C'est une question? Oui, on ne sait pas. D'accord. J'ai cru que c'était une affirmation. Non, je n'affirme pas. D'accord. Non. En fait, alors les indemnités des députés, c'est fixé par une loi. Cette loi-là, elle a été prise à huis clos. Mélissa vous l'a dit, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qu'elle allait même au journal officiel. Elle n'a pas vu ce test.
Mais parce que voter à huis clos, donc pas soumis à publication au journal officiel. De huis clos, des représentants du peuple, vous allez on voter a des besoin de lois transparence. de transparence et ils décident. Bon, en même temps, Après, Il peut pas parce que être- voilà, moi je constate parce que la loi, Ouais, clairement. la loi dit c'est à huis clos. Qu'est-ce que moi je peux Vous dire? votez sur lui comme ça. Voilà, c'est à huis clos, c'est à huis clos. Alors, C'est comme, je sais pas moi, pour le secret médical, voilà, la loi a décidé que le médecin n'avait pas le droit de divulguer les informations de santé de telle ou telle personne, et c'est comme ça. Et voilà. donc, vous pourriez nous dire, c'est un autre secret que vous pourrez trahir, de ce qu'on a entendu, il est probable, hein, je mets tout cela au conditionnel, que le député, lorsqu'il est élu député, eh bien, il a une prime à vie. Il faut dire que même quand il n'est plus député, Même quand il n'est pas réélu. il n'est pas réélu, il a de l'argent, il est payé, enfin, il a une prime. Bon, oui, mais comme pour toute personne qui a travaillé. Vous, quand vous serez à la retraite, vous aurez votre pension de retraite. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas une pension de retraite, c'est le même montant. Non, c'est pas le même montant. Pas le même montant. Non, c'est pas Ok. le même montant. En pourcentage. C'est pas le même montant. J'ai beaucoup de mal avec le calcul. Bon, j'ai juste une dernière On a question. compris On a souvent ce débat, est-ce qu'un... On termine. Ouais, on termine. Mhm. Est-ce qu'un député est un agent de développement Rihanna en parlait tout à C'est l'heure ça. sur les affiches de campagne. Un député, est-ce qu'il est un agent de développement ou pas? Alors, ça va dépendre comment on perçoit la chose. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le député, et vous l'avez dit, son rôle, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer la politique publique, et puis représenter les populations. Voici son rôle. D'accord. Mais représenter la population, c'est quoi? C'est aussi faire de l'entre-gens. C'est aussi faire de l'entre-gens. C'est-à-dire que le député n'a pas lui-même les moyens, puisqu'il n'a que son salaire, son indemnité, il n'a pas lui-même les moyens de construire une école, de construire un pont, sauf si, bien sûr, il décide de le faire. Et ça existe des députés qui construisent des infrastructures. Moi, je connais des députés qui font des dons, qui construisent des écoles, qui construisent des cantines Sans rien scolaires. attendre en retour. Sans rien. Oui, enfin, Il procède par sinon le- la prochaine élection peut-être. Il procède comment? Par Non, des levées de fonds Il y ou a- par fonds propres? C'est ce qu'on appelle du mécénat. D'accord. Il y a des gens qui ont Absolument. des moyens et qui... Vous n'êtes pas forcément d'être député. Voilà, vous pouvez vous lever voilà. aujourd'hui Les en gens tant qui ont que des moyens journaliste, et qui décident de le D'accord, mettre ouais, je vois. au service des autres. Ça peut arriver. C'est très bien. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui n'est pas très bon en maths, avec les calculs. On a su, mais j'avais cru entendre 1 million. Voilà. 2,6 millions. Non, 1 Ah million oui, quand le ils sont salaire. députés. Ah, ok, Donc, du coup, ça m'a donné des idées. Je me dis, bon, je fais un petit calcul dans ma tête. Alors, je fais tout ce que je peux pour être élu pendant 5 ans. Après, même si je ne suis pas élu, à la fin de chaque mois, j'ai 1 million jusqu'à la fin. Bon, c'est pas, si c'est ça. Mais après, on ne vient pas à la députation pour s'enrichir, on vient pour servir. Comme on dit partout d'ailleurs. D'accord. Voilà. Rabia qui dit Monsieur Alain Akakpo-Adra, je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci Pour essayer de un nous petit avoir peu. reçus. Merci de l'intérêt que vous portez à la chose de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Madame Diallo, Rabia, Elie Gros-Bleu, Rihanna Assi, Serge Kouachi, Mélissa Guedi, en tout cas toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. On se retrouve demain, Inch'Allah. Cha 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 cha